Eh ben, bonsoir tout le monde, merci d'être là pour accueillir Sacha Bertrand. Sacha Bertrand pour un premier roman qui s'appelle 11h02, le vent se lève. Et c'est un roman qui aborde plusieurs thèmes de la littérature un peu classique, la fin de l'humanité, ça c'est pas très... le côté un peu dystopique, voilà. La solitude et surtout aussi la rencontre avec un enfant sauvage. Donc là, il y a deux aspects bien différents mais très passionnants. Mais avant, j'aimerais quand même que tu nous expliques qui tu es, d'où tu viens. Alors, je suis Sacha Bertrand, j'ai grandi dans la vallée du Champsaur, près de Gap, dans les Hautes-Alpes. J'ai fait les Beaux-Arts de Grenoble. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais envie d'écrire des livres. Donc les Beaux-Arts m'ont beaucoup servi pour développer une pratique artistique, mais m'ont très vite fait comprendre que j'avais pas envie d'être artiste ni d'aller me mêler au milieu de l'art plus que ça. Mais par contre, j'ai fait une année sabbatique entre ma 3e et ma 4e année où je me suis retrouvé à pas faire ce qu'on avait prévu de faire avec mes amis à ce moment-là et à plutôt rester chez moi à pas faire grand-chose, et je me suis retrouvé à écrire un roman. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était plutôt ça que j'avais envie de faire de ma vie. Donc après, quand je suis retourné à l'école, j'ai intégré cette pratique de l'écriture à mon travail artistique. Et du coup, ce roman que j'ai écrit à ce moment-là, donc c'était il y a 7 ans de ça, c'est le premier jet de 11h02, le vent se lève, qui est maintenant publié aux éditions Paulsen. Donc à l'époque, je l'avais envoyé à tout un tas de maisons d'édition. La Grande Ourse n'existait pas encore, Paulsen ne faisait pas de fiction. Donc du coup, je ne l'avais pas envoyé à Paulsen, évidemment. Et puis là, il y a 2 ans à peu près, je me suis dit que ça valait peut-être le coup quand même, en voyant que cette collection existait maintenant de fiction chez Paulsen, d'envoyer le texte. Et il faut croire que j'ai bien fait, parce que Aurélie Charon, l'éditrice en charge de la collection, m'a rappelé assez rapidement pour qu'on retravaille le texte ensemble en vue d'une publication. Et du coup, me voilà. Et sinon, à côté de l'écriture, je travaille à la Cinémathèque de Montagne de Gap, qui est un lieu très intéressant à visiter si vous êtes dans la région à un moment ou à un autre. Voilà. Eh ben, on va se plonger tout de suite dans le roman. Alors, 11h02, évidemment, c'est l'heure où tout s'arrête. Le temps s'arrête. Exactement. C'est ça, d'où le titre, le vent se lève. Voilà, on a une horloge figée dans la cabane à 11h02 qu'on suppose être l'heure où le monde et la civilisation telle qu'on la connaît s'est arrêtée, en tout cas, oui. Ils connaissaient bien les montagnes alentour et avaient déterminé ensemble l'endroit idéal, là-haut, auprès d'une source, pour bâtir la cabane. Là où peut-être il pourrait échapper à l'inéluctable. Elle avait vidé le rayon survie de la bibliothèque municipale où elle travaillait. Il avait discrètement prélevé un à un tous les outils nécessaires dans les stocks du magasin de bricolage où il était employé. Ils avaient appris, ils s'étaient équipés. Pour la construction de leur refuge, ils avaient sélectionné les meilleures essences, méticuleux et besogneux comme des castors. Ils s'étaient abîmés les mains des jours entiers pour abattre des arbres dont ils avaient fumé le bois pour le rendre imputrescible. La combe rendait l'écho de coups de hache, des ahannements et des troncs qui craquaient et s'effondraient dans un dernier souffle. Ils avaient sué sang et eau, rondin après rondin, pour bâtir leur bergerie, leur refuge, leurs meubles. Ils avaient taillé, poli, poncé. Ils avaient rebroussé chemin à la nuit tombée à la frontale pour regagner la ville et acheminer les outils, les vêtements, les conserves, les livres et surtout leur précieux masque à gaz. Donc il, c'est qui ? Il, c'est Myriam et un compagnon qui malheureusement ne fera pas long feu, dont je parle seulement dans ce passage en fait, donc qui est tout au début du livre pour expliquer un peu l'installation de cette survivaliste dans cette cabane. Et en fait, Myriam avait vraiment tout prévu, Myriam et son compagnon avaient tous les deux tout prévu pour survivre à la fin du monde, mais la seule chose qu'elle n'avait pas prévue dans tout ça, c'est de se retrouver seule. Et donc elle se retrouve finalement seule dans cette cabane, à la suite d'un accident dont on ne connaît pas forcément les détails. Et tout l'enjeu du livre est du coup cette solitude dans laquelle elle est depuis 7 ans quand on la rencontre. Puis ce qui devait arriver arriva, mais les derniers hoquets d'une civilisation sont toujours imprévisibles et la panique contrarie les plans les mieux ficelés. Gagnés par la peur, menés par l'instinct de survie, rares furent ceux qui gardèrent leur humanité.
Les toutes dernières images d'une noirceur indescriptible. Myriam préférait les oublier, et avec elle son dernier visage avant la fin du monde. Seule rescapée du naufrage, elle a gravi la montagne avec un trou à la place du cœur. Il était exactement 11h02. Plus rien ne serait comme avant. 7 ans déjà, et la ville ne lui manque pas. Elle s'était condamnée elle-même depuis longtemps, elle n'a que ce qu'elle mérite. Myriam l'a quittée sans regret, elle était prête à lui survivre. Le plus dur, c'est de lui survivre à lui, cet autre avec lequel Myriam vivait à l'unisson. Elle avait tout prévu, mais pas cela, être seule au monde. Parfois, quand elle regarde trop longtemps le précipice, elle a envie de s'y jeter. Sous la brume opaque, elle retrouverait alors le tracé familier des rues, le goudron craquelé des grands boulevards, les dernières ruines du passé. Les souvenirs du monde d'avant hantent Myriam aussi sûrement que le brouillard au fond de l'abîme. Quand le vent mauvais se lève, il déborde sur le massif et, escaladant ses parois de granit, se déverse sur ses terres. Malmenée par les bourrasques, Myriam regarde la mer, lécher les falaises. C'est lui son spectre le plus cher qui avait nommé la brume meurtrière ainsi. Il ne croyait pas si bien dire. Les sourcils froncés, Myriam inspire une dernière bouffée d'oxygène. Après, il sera trop tard, l'air vicié et mortel. Elle plaque sur son visage le masque à gaz dont elle ne se sépare jamais. Ça me dit dans le livre quand même, cette histoire de survie. Ouais. Mais donc, c'est la mère donc explique. Ouais. Toi, tu as ta vision des choses. Ouais. C'est toi qui. On est après la fin du monde. Et non seulement il faut survivre à la nature et au monde naturel, etc. Mais il y a aussi un autre danger qui menace Myriam, qui est en fait une brume toxique qui tapisse le fond de vallée en dessous de sa cabane et qui parfois, lorsque le vent souffle dans une certaine direction, fait remonter la brume jusqu'à la cabane. Et alors elle doit s'en protéger avec un masque à gaz. Et j'ai donné le nom de Amer, du coup, en un seul mot. L'. Voilà, L', Amer, pour désigner cette brume. Pour du coup faire référence non seulement à l'océan, mais du coup à l'amertume de cet air vicié, effectivement. On va rester un peu dans le décor. Le massif se dresse, ses falaises, murs millénaires parfois taillés dans la pierre, lames effilées défiant le vide forment une barrière de roches érodées. Une partie du monde s'est soulevée comme s'il avait voulu se séparer de lui-même. Lancé à l'assaut de l'éther, les pentes s'étirent et se cassent pour laisser place au vertige. Les plateaux s'inclinent et s'imbriquent les uns au travers des autres. Les failles se poussent et se tordent, se rejettent et s'étreignent dans un même mouvement. Les barres rocheuses, comme le front fier et ridé du massif, cette tête droite et sèche, ornée de dentelles, de forêts. C'est un pays molaire, unique, un assemblage chaotique de crêtes déchiquetées. Elle s'étire infinie sous le vent qui forme les reliefs brisés. C'est un pays de landes, oscillant entre ciel et terre, un pays d'à-pics vertigineux, un pays précipice, isolé du reste du monde, un gigantesque îlot de roches acérées, de taillis épineux et de prairies crénelées. La cabane toise le vide. Elle se tient sur une crête tout au bord de la barre rocheuse qui entoure le massif, à l'orée d'une pente inégale. Ses murs de rondins s'écartent juste assez pour qu'on ne s'y sente pas les trois. Un apprenti s'appuie sur l'un de ses flancs, un banc repose contre l'autre. La porte donne sur la montagne, la fenêtre sur l'abîme. Un étroit sentier serpente du refuge à la combe tapissée de végétation en contrebas. À droite, une autre piste mène vers les reliefs cathartiques qui émergent d'une forêt de conifères. Et sur le toit de l'habitation, une cheminée noircie souffle une fumée légère. On entend au loin l'écho d'un bêlement. Ça, c'est chez toi, non, ce que tu décris? C'est un peu plus le Vercors. Moi, pour le coup, vraiment, quand j'ai imaginé cette histoire, j'habitais encore à Grenoble à ce moment-là, et pour le coup, je donne pas d'indication de lieu particulièrement, mais c'est vrai que dans mon imagination, j'avais vraiment les massifs les falaises du Vercors et les sommets du Vercors en tête. Ouais. Les grands plateaux notamment, ouais. Et tout ce qui domine aussi finalement ce gouffre toxique, ça pourrait être Grenoble. Ce serait pas voilà, quand on a vécu quelques hivers à Grenoble avec la chape de nuages collée à la ville, c'est là que je me suis dit que mon inspiration venait sûrement pas de nulle part, effectivement. Ouais. Et la cabane, moi il me semble des La cabane, pour le coup, elle correspond à rien de particulier. D'accord. Que j'ai pu non, effectivement. Je suis ravi que tu aies lu ce paragraphe, ça fait partie des 4 ou 5 paragraphes qui étaient dans ma première version et qui sont restés à peu près intacts dans cette version-là, donc qui devait être assez fort dès le départ. Oui, oui. Non mais c'est bien de planter le décor, parce que déjà c'est pas...
Et puis donc, il y a beaucoup de tempêtes, donc comme Ouais. tu expliquais, tempêtes de vent. La chandelle vacille et s'éteint, Myriam en allume une autre, la 11e depuis qu'elle s'est calfeutrée dans sa cabane. C'est ainsi qu'elle s'y prend pour estimer la durée des tempêtes, au nombre de bougies consumées et à l'écoulement des denrées. Cette fois, il semble que 2 ou 3 jours soient passés, ou alors un seul, mais très long. Le vent mauvais opère une dissolution du temps. Certains assauts consument une flamme seulement les plus interminables, jusqu'à 30. Il n'y a rien de pire que de se retrouver à court de bougies. Seule dans le noir, elle a envie d'en finir. Plus d'histoire, plus d'ailleurs, plus d'espoir. Au cœur du maelstrom, dans le jour suffoqué, elle doute parfois de sa propre existence. Cernée par la tempête, la cabane craque, le bois gémit. Myriam soupire, boit 3 gorgées d'eau et ouvre un bocal de légumes en saumure qu'elle mâche longuement. Puis elle se saisit du livre le plus poussiéreux de ses étagères. C'est comme ça qu'elle choisit ses lectures, avec l'espoir de découvrir quelque chose de nouveau au détour d'un texte qu'elle n'a pas parcouru depuis longtemps. Elle rapproche la bougie et ouvre le silence de la mer. La pénombre n'empêche pas Myriam de déchiffrer les phrases. Ce recueil, elle le connaît par cœur. Elle n'a qu'à se laisser dériver d'un mot à l'autre. La dernière bibliothèque du monde ne résiste pas longtemps à l'épreuve de la solitude. Les livres lus et relus 100 fois perdent de leur attrait. À force, sa curiosité s'est tarie. Le silence tomba une fois de plus, lit-elle à voix haute, dans l'espoir de se tenir compagnie. Une fois de plus, mais cette fois, combien plus obscure, étendue. Donc il y a quand même cette solitude qui est pesante pour elle. Hein. Tout à fait. Ça aussi, c'est un grand thème de la C'est littérature. un grand thème, oui, tout à fait. Et dont elle essaye de se protéger, enfin elle se défend de la solitude avec des livres, justement, parce qu'elle était bibliothécaire et donc elle a remonté un certain nombre de livres en les considérant comme des choses aussi essentielles que les outils de survie, que la nourriture, etc., pour la survie de l'esprit aussi. Mais après 7 ans, les livres commencent eux aussi à être lus et relus et effectivement la solitude commence à peser de plus en plus sur Myriam et c'est tout l'enjeu, sa personnalité entière est vraiment influencée par cette solitude qu'elle subit au jour le jour. Mais enfin, elle a quand même du boulot. 11h02, Myriam se lève. 11h02, Myriam se couche. Entre-temps, elle plante ses semis d'hiver, racle le piétin des sabots de ses bêtes et parcourt inlassablement son territoire. Aujourd'hui, ou peut-être était-ce hier, car les jours se ressemblent, elle longe la courtine millénaire du massif, suivant les falaises qui se découpent en accordéon. Il y a quelque chose de monotone dans cette répétition de l'âme minérale, une redondance dans les variations qu'elle impose. Cette ligne mélodique toujours composée des mêmes éléments, il y a aussi du réconfort dans ce paysage familier, sans surprise, une consolation de l'inertie de ce monde, régie par une horloge aux aiguilles figées. Elle rajuste le fusil en bandoulière qui cliquette dans son dos contre son masque à gaz. Elle s'arrête, pose sa besace et scrute la valse lente des nuages dans le ciel avant de se remettre en marche. L'un d'eux, voile ténu, se désagrège sous l'effet du soleil. Sur la crête, pas un souffle de vent. Plus tard, accroupie dans un talus, elle ramasse des orties. Dans son sac, l'amas de feuilles recouvre le pelage gris clair d'un lièvre variable. Quand elle les abat sans trop les abîmer, elle s'autorise à caresser le pelage encore chaud pour se tenir compagnie, à les cajoler un peu avant de les manger. Passant sous les grands pins, couteau en main, Myriam sonde les sous-bois du regard, prête à couper le pied ou cep d'une chanterelle qu'elle trouvera chemin faisant. Lorsqu'elle sort du couvert des arbres, son regard se tourne vers le ciel avec appréhension. L'air est toujours immobile. Recoudre les rangers, repriser la couverture, planter les choux, bêcher, tailler les rhubarbes, cueillir les argousses et les cynorhodons, de la clairière au mûrier, les baies d'aubépine en contrebas du potager, le plantain à l'orée du bois. Dissiper le silence est vital. Myriam n'a jamais su apprendre le langage des oiseaux, alors elle s'entête à penser tout haut, articuler, dresser des listes, réciter des fragments de texte. Sans cela, son esprit se rétracte et son envie de vivre aussi. Bon, elle a quand même du boulot, parce qu'on n'a pas dit aussi qu'elle a des bêtes. Elle a des bêtes, tout à fait. Elle a des bêtes, elle a un potager, elle a tout ce qu'il faut pour survivre techniquement. Donc effectivement, elle a du boulot. Et elle fait tout ça, et c'est peut-être bien le problème de Myriam au final, c'est qu'elle fait tout ça d'une manière qui est très humaine en fait, et qui réplique les processus humains qui ont sans doute amené à cette fin du monde dont elle est victime. Où en fait elle va chercher à domestiquer, à dominer, à coloniser la nature qui l'entoure.
Et elle va à aucun moment chercher à faire avec son environnement. Elle va toujours se battre contre son environnement pour sauver sa petite parcelle de civilisation avec sa petite bibliothèque à l'intérieur, sans jamais vraiment admettre qu'elle est à la merci de ce massif dans lequel elle se trouve. Et c'est là qu'intervient un autre personnage. D'abord, la faim crie et réveille le ventre, puis le ventre crie et réveille le reste du corps. Je m'étire, l'estomac gronde comme un ciel qui se déchire. Sous terre, des petites choses à mâcher pour calmer les cris, creuser, prendre, broyer, croquer, mastiquer, cracher. À l'intérieur de moi, l'orage s'éloigne, remplacé par le froid. Alors je tremble, roule, frotte peau contre glaise, je puise la chaleur de la terre. Il faut bouger, s'extraire des boyaux obscurs, pour ne pas finir changé en pierre. Je m'ébroue, renifle et me faufile hors de ma tanière. Campé sur mes appuis, je qui-vive la forêt. Tout au fond du ciel, un peu de lumière, je me gratte le flanc et mordille la croûte qui me démange. Quand ça fait mal, je grogne. Quand j'ai peur, je grogne. Et aussi quand je chasse, quand j'ai bien mangé et quand je m'endors. Soit je grogne, soit j'aboie, soit je me tais. Car il y a des moments où il vaut mieux ne pas se faire entendre. Je me coule contre le sol de la forêt. D'une giclée, j'y laisse mon odeur. Je connais celle des autres et ils connaissent la mienne. La plupart du temps, on ne fait que se croiser. Parfois, le hasard ou la faim en décide autrement. Clapotis de la source, grognement de la bête velue qui se roule dans la boue, eau fraîche contre groin fumant, tapis derrière une souche, j'attends mon tour. Collé contre l'écorce, je flaire en silence les marques laissées par les rongeurs. Et alors, pourquoi je tout d'un coup dans le récit ? Alors effectivement, on a une alternance de points de vue dans le récit qui se met en place à partir du moment où ce personnage apparaît, et où on est à la troisième personne du point de vue de Myriam et à la première personne du point de vue de Jonas, justement pour renforcer ce côté soi-disant objectif et rationnel de Myriam, où du coup on n'a pas accès à son intériorité, à ses pensées en fait. On la voit toujours d'un œil extérieur. Et en revanche, ce qui m'intéressait aussi dans ce livre, c'était d'amener un rapport au sauvage et à la nature qui soit beaucoup plus sensible. Mm-hmm. Et donc ça passe par ce personnage de Jonas qui est écrit à la première personne et qui est, au moment où Myriam le découvre, un enfant sauvage dont on ne sait pas vraiment d'où il vient et qu'elle trouve dans une grotte, dans sa tanière finalement. Et donc là, c'était la première intervention de Jonas que tu nous as lue. 11h02, l'automne étend son voile flamboyant sur la forêt. Myriam n'a eu aucun mal à suivre la piste au grand jour. Elle sait lire la boue, le piétinement des herbes hautes, les fougères cassées nettes, l'empreinte légère sur un parterre de mousse. Maintenant qu'elle a débusqué sa proie, elle piétine, hésitante, à quelques mètres de la tanière. Depuis la source, elle est en proie à un léger vertige. Elle se met à couvert, s'allonge à plat ventre et attend, le cœur battant contre l'écorce de la terre. Elle est la seule à percevoir l'entêtante pulsation réverbérée par ses tympans. En réalité, rien ne trouble le calme de la clairière, rien sinon ce silence inhabituel, le bruit du monde bâillonné contre les branches. C'est à peine si Myriam se doute que la vie retient son souffle partout où elle va. Deux univers se côtoient, se chevauchent, s'épousent et se heurtent sans même le savoir, jusqu'à ce qu'un pas incertain s'avance, jusqu'à ce qu'une main timide se tende, jusqu'à cet instant précis. La vie est comme en suspens. Sous les yeux de l'observatrice tapie dans les broussailles, une tête terreuse s'extrait d'un repli du sol et hume l'air. Ses narines frémissantes ne repèrent ni l'odeur acide de la sueur qui perle sur son front, ni celle âcre de la fumée qui imprègne ses vêtements. Le vent joue en sa faveur. Elle dévore des yeux le petit être. Pâle sous sa saleté et couvert d'un léger duvet, il s'accroupit au sol et scrute les environs avec méfiance. D'un grognement, il met en garde le silence. Ses muscles se tendent sous sa peau, son dos se hérisse. Myriam étouffe une exclamation, elle tressaille et une brindille se brise. Aussitôt, les yeux du petit être se braquent sur l'intruse. Il pousse un feulement de panique et replonge dans sa tanière. Myriam reste immobile. L'humidité du sol perce ses vêtements. Elle est de nouveau seule. Le froid gagne ses os. Elle va mettre du temps à le récupérer quand même. C'est une lutte quand même, effectivement, parce qu'elle s'y prend justement d'une manière qui est peut-être pas la meilleure et disons qu'elle elle l'apprivoise avec toute la certitude et toute la violence dont elle a l'habitude d'user avec le reste du monde sauvage et en fait elle le traite finalement au départ en tout cas
de la même manière qu'un animal, en fait. Elle n'accepte son humanité qu'une fois qu'elle l'aura domestiqué et qu'elle l'aura fait à son image, effectivement. Plus j'obéis, plus je peux passer du temps dehors. Je ne sais pas ce que me veut la grande prédatrice, mais je n'ai plus peur qu'elle me dévore. Elle chasse d'autres animaux qu'elle fait cuire sur une grille ou dans une marmite. Le goût de la viande grillée est délicieux. Depuis quelques jours, le ventre s'est tu. À certains moments, quand Myriam relève ses sourcils et que sa mâchoire se décrispe et que ses yeux s'animent, je lui trouve l'air plus si féroce. D'autres fois, je donnerais tout pour courir de nouveau dans les bois. La faim et le froid ne me font pas peur. Le pire, ce sont les impossibles nuits où il nous enferme dans le noir. Dehors, les rafales hurlent et plus rien n'existe au-delà des murs de la cabane. Le monde n'a plus d'odeur, sinon celle de Myriam, qui prend toute la place. Plus la nuit dure longtemps, plus l'air de la cabane est moite, lourd de la puanteur de nos excréments. Je ne sais pas pourquoi elle nous fait subir ça. Dans la tanière, j'attendais que ça se passe et il n'arrivait rien. J'enrage d'être punie, sans avoir rien fait de mal. L'envie de fuir chatouille, puis elle démange et enfin elle gratte si fort qu'elle fait mal. Je cède aux plaintes du vent et à la prédatrice, essaye de me faire taire, mais je crache et mords et me jette contre les murs. Je sais que les rondins résistent à toutes les rages, mais l'envie est plus forte que moi. Alors Myriam crie jusqu'à recouvrir les rafales, jusqu'à me broyer les tympans, et la fuite devient vitale. Je me bagarre contre le néant, toute griffe dehors. Avec ses grosses pattes et ses flammes, le néant prend le dessus et me plaque au sol. Je ne sais jamais si le soleil finira par revenir dans le ciel ou sur le visage de Myriam. Finalement, elle défait la corde à mon cou et la noue autour de ma taille. C'est toujours désagréable, mais moins douloureux qu'avant. Les jours s'allongent, de nouveaux oiseaux apparaissent dans le ciel, chacun d'eux a un nom. La neige fond lorsqu'il n'en reste plus que dans les recoins du paysage. Myriam se saisit de l'autre bout de la corde et agrandit le monde de quelques pas. Elle me montre son potager et ses ruches, puis m'emmène sur la crête. Je suis encore maladroit sur mes pattes arrière, mais je la suis du mieux que je peux, et si je pose mes mains au sol, elle s'arrête. Debout! Le monde s'explore debout, sur ses deux pieds, ou pas du tout. C'est Myriam qui le dit. Tant pis si je manque d'équilibre et que mon dos me lance. J'aime mieux être à l'air libre, alors je m'obstine, et pas à pas je progresse. Oui, c'est vraiment de la domestication. C'est vraiment de la domestication. Tout à fait. Alors après, le rapport change un peu au fur et à mesure, mais en tout cas sur le début, on est vraiment sur de la domestication pure de la part de Myriam sur Jonas, effectivement. Pour ensuite passer on reste dans une forme d'emprise. Ça, c'est une histoire d'emprise aussi tout du long. Mais on est après sur un rapport moins purement physique comme ça, en fait. Après, ça devient plus psychologique. Oui, mais c'est surtout qu'on voit aussi les deux différences entre Myriam qui veut tout contrôler et puis lui qui est complètement fondu dans la nature. Tout à fait. L'idée était de venir justement, les deux personnages servent un peu de représentants de ces deux manières d'être, justement, effectivement, que j'ai aussi voulu... que j'ai voulu opposer, mais pas complètement non plus, parce qu'il y a aussi tout un tas de choses que Myriam amène à Jonas, notamment au niveau de la curiosité, du langage, de la lecture, qui vont aussi être très importants pour lui et qui vont lui amener beaucoup de choses. Donc je veux pas non plus tout jeter dans l'humain, mais montrer qu'il y a différentes façons de faire, potentiellement. J'aime bien quand Myriam me lit des histoires, je préfère celles des livres à celles qu'elle invente. L'odeur des pages est délicieuse. Les histoires qui parlent d'ailleurs font reculer les murs. Je me sens moins à l'étroit dans la cabane. Je me laisse porter par la voix de Myriam et au fil des pages, je dégringole dans des rapides, je traverse des océans, je voyage au centre de la Terre, j'explore d'autres planètes, je découvre d'autres visages. Mon monde à moi est tout petit, je m'en rends compte maintenant. Celui des livres est si grand qu'il faudrait plusieurs vies pour le parcourir. Myriam me dit qu'il n'existe plus rien, que tout a été détruit, qu'il ne reste que nous deux. Sans toi, j'aurais été la dernière. L'histoire qu'elle me raconte le plus souvent, c'est celle du jour de la première neige où elle m'a sauvé la vie. Elle prononce des mots qui font peur. Tu étais en danger de mort. Parfois, elle dit ton cœur battait à peine. D'autres fois, tes petits pieds étaient gelés et noirs de crasse. Ou encore, tu avais les lèvres bleues. Parfois, elle dit je t'apercevais de loin et tu détalais comme un lièvre dans ta tanière. Elle termine toujours par ces mots. Heureusement, je suis arrivée juste à temps. Et maintenant, on est là l'un pour l'autre. Je n'ose pas lui dire, mais je n'aime pas cette histoire. J'ai du mal à y croire. L'hiver n'a rien du grand méchant qu'elle décrit.
Donc là aussi, on sent que c'est pas les mêmes rapports. Lui, il n'est pas Exactement. dépendant du tout, et elle... Tout à fait. Ouais, on est dans un rapport qui est très asymétrique finalement, et où il y a assez peu de. En fait, Jonas apprend beaucoup de Myriam. Myriam apprend très peu de Jonas, pour le coup, effectivement, alors qu'elle pourrait, si elle voulait, ne pas s'entêter dans sa vision trop humaine des choses, avoir un rapport qui, Jonas pourrait lui servir de guide aussi, et pourrait finalement l'aider à survivre d'une manière un peu moins Rationnelle, rude, un peu moins rationnelle, en faisant avec justement un peu plus. Comme lui, il s'est très bien chassé en fait, Comme par lui, instinct. voilà, tout à fait, il devient très vite meilleur Ouais. chasseur qu'elle, effectivement. Mais elle supporte pas. Et c'est quelque chose qu'elle supporte pas parce que c'est elle qui est censée être l'humaine en charge La chef. voilà, tout à fait. Ouais. Donc il y a aussi cette critique de l'autorité finalement qui vient se mettre dans cette relation. Et puis après, je vais pas tout lire parce qu'après, il y a aussi... donc il découvre la lecture, il découvre les couleurs, il devient artiste, il peint. Il peint Tout un à peu fait. partout. Ouais. Jusqu'à ce qu'il... On va pas tout dire, mais à un moment donné, il y a quand même un autre personnage qui va apparaître. Et c'est magnifique parce qu'il y a un moment aussi, il lit tellement de livres qu'il est persuadé que les personnages sont avec lui. Parce que pour le coup, lui, c'est son échappatoire à la solitude. Finalement, il ne le trouve pas chez Myriam, ou rarement chez Myriam. Et finalement, c'est dans les livres qu'il trouve son échappatoire à la solitude. Et notamment, c'est un enfant qui a de l'imagination, et souvent les héros les plus marquants des livres vont sortir de l'histoire pour venir l'accompagner sur le massif et dialoguer avec lui et devenir des personnages à part Et entière. le soutenir aussi, dans ses finalement. explorations. Exactement. Aussi. Ouais. Et c'est là justement entre ça et les dessins que j'ai voulu aussi apporter de la nuance dans cette critique de l'humanité que je fais tout au long du livre par le personnage de Myriam, où pour le coup c'est ce pouvoir de l'imaginaire et de la création que découvre Jonas avec Myriam lui permet aussi de développer un rapport encore plus intime et sensible au paysage qui l'entoure, et il va aller dessiner justement dans le paysage. Les personnages vont l'accompagner dans ses explorations, et ça va amener une grille de lecture encore supplémentaire sur le monde qui l'entoure pour lui. Alors qu'elle va se refermer encore plus. Alors qu'elle va toujours dans un mouvement contraire, effectivement. Enfin, reste en fait dans le même mouvement. Voilà, lui il est en mouvement, elle reste statique finalement. Et si vous avez des questions à poser, ça vous paraît clair, là, déjà, ce qu'on a dit? Vous avez des questions quand même, parce qu'il faut en profiter là. Quelle inspiration C'est dense, il s'en passe beaucoup oui, finalement. Beaucoup de choses. Mais tu as voulu dire parce que symboliquement, tu as voulu dire beaucoup de choses en fait. Oui, en fait ça marche. C'est pas un conte, mais ça peut marcher un peu comme un conte dans le sens où les personnages et les actions prennent sur leurs épaules plus que ce qu'ils sont finalement, et deviennent un peu des symboles de façon de faire ou de façon d'être, effectivement. Et c'est vrai que ça parle à la fois d'un rapport au monde naturel, au sauvage, à l'ensauvagement, à la solitude, etc. Mais c'est aussi une histoire extrêmement humaine de dépendance entre deux êtres finalement, qui pourrait avoir lieu dans un appartement finalement. Si on était à ce niveau-là sur cette histoire, c'est aussi des choses qui peuvent exister dans le monde actuel. Mais qui là sont exacerbés par le contexte de survie qu'amène la fin du monde qui débute le livre. En même temps, tu parles de fin du monde, mais dans le livre il y a plein d'animaux, il y a tout à une fait. nature Oui, d'ailleurs, je parle de fin du monde. Je devrais parler de fin de l'humanité, c'est vrai, oui, parce c'est que surtout ça, tout à fait. Comme on disait tout à l'heure, les montagnes elles vont très bien s'en sortir. C'est juste nous qui. Et puis les animaux, quand la mer arrive, ils savent très bien se planquer. Exactement, et attendre que ça tout passe. À part ceux qui sont domestiqués, à part les moutons. Exactement. On se rend compte potentiellement au fur et à mesure que la mer n'a peut-être pas le même effet sur tous les êtres vivants, parce que pour le coup, effectivement, quand la mer arrive, Myriam se calfeutre dans la cabane, Myriam et Jonas se calfeutrent dans la cabane avec leur masque à gaz. Mais pourtant, quand ils sortent, c'est vrai que les arbres n'ont pas l'air d'être morts, les oiseaux sont là.
Donc il y a Parce quelque qu'ils chose... sont allés plus loin, peut-être. Potentiellement plus haut. parce qu'ils Ouais. savent mieux faire, parce qu'ils s'entraident, parce qu'on... Ouais. Voilà, j'ai pas de réponse à donner à ce Non, niveau-là, mais bon, c'est mais flagrant effectivement, c'est aussi un élément finalement symbolique qui vient aussi représenter à la fois le mal, la pollution que l'humanité peut amener à la nature, mais il y a aussi un côté finalement symbolique de l'étouffement que Myriam impose au monde qui l'entoure finalement, et à Jonas. En tout cas, pour un premier roman, c'est très dense. Oui, c'est vrai. C'est bien écrit. Merci. C'est très bien écrit, puis tu t'évites pas mal d'écueils, et moi je trouve que c'est un très bon roman. Voilà. Je crois que oui. Bah oui, je ne voulais pas la donner. c'est fait pour. J'ai une question. Bien sûr. Jonas, c'est un enfant sauvage, donc il ne savait pas lire. Donc Myriam lui a appris à lire. Oui, tout à fait, ouais. Il est quand même intelligent. Il est quand même intelligent et on se doute des recherches que j'ai fait sur les enfants sauvages. Ça semble crédible qu'il ait déjà eu un contact avec l'humanité au début de sa vie, effectivement. Ah bah sinon il serait mort. Hein. Voilà, sinon il serait mort, effectivement. Et puis même sans doute pendant quelques temps, parce qu'effectivement de ce que j'ai vu de mes recherches, c'est arrivé que des enfants sauvages puissent réapprendre à parler, à lire, à écrire. Mais il fallait quand même qu'ils aient été en contact avec les humains pendant quelques temps avant d'être abandonnés. Donc on peut supposer qu'il y a eu une famille, un moment à laquelle Jonas a appartenu. Et c'est le prénom d'ailleurs que lui donne Myriam. Il ne connaît pas son prénom, évidemment. C'est elle qui décide de l'appeler comme ça. Pardon. Oui. Quelles sont vos motivations pour faire de ce livre une critique de la nature humaine? Alors, bonne question. Non, bah... j'ai le sentiment que ce livre est pour vous le brouillard de Grenoble. Le brouillard de Grenoble. Pour moi, j'ai l'impression que ce livre, pour vous, ce livre est très important personnellement. Je pense que tous les livres qu'on écrit sont très importants. C'est très important personnellement. C'est pas un livre de commande en l'occurrence pour le coup. Effectivement, c'est pas du tout un livre de commande. Ouais, c'est un thème important. Pour moi, alors par contre, c'est vrai qu'après peut-être que je le dis un peu vite, mais alors disons une critique d'une certaine façon d'être de l'humanité qui se place, c'est plutôt une critique du piédestal sur lequel peut se placer l'humanité et de la volonté de contrôle et de supériorité qu'elle peut mettre en place à la fois sur d'autres humains et sur le monde naturel et sur les ressources qui l'entourent. Après, j'ose espérer que justement, à travers le personnage de Jonas, je montre aussi d'autres voies et que je dis pas non plus que j'ai envie que les humains s'arrêtent d'exister, parce que justement, on a fait tout un tas de belles choses comme de l'art, des livres, qui sont pour moi absolument magnifiques et importantes. Mais c'est vrai que je pense, ça a été. Moi, je pense que la première fois que je l'ai écrit, ça a été un bon moyen de calmer mon éco-anxiété et ce genre de pensée un peu défaitiste sur les changements climatiques et la manière dont on malmène le monde. Après, je pense aussi que en fait, pour moi, l'important, c'est aussi beaucoup de mettre pour moi, l'imaginaire est hyper important pour développer d'autres façons de vivre et d'envisager le futur. Pour le moment, le futur me paraît un peu bouché et difficile à imaginer dans le monde dans lequel on vit. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ça me tient à cœur, effectivement, de proposer des histoires et des récits qui nous amènent à imaginer d'autres... des déviations par rapport à la grosse autoroute sur laquelle on est, quoi. Disons. Voilà, exactement. Et après, je dois aussi admettre que c'est un livre... Je pense que j'étais plus pessimiste au moment où j'ai écrit ce livre que je le suis maintenant. Il y a des chances que le prochain soit un peu moins radicalement pessimiste à ce niveau-là. Mais il fallait que ça sorte, faut croire. Oui, puis c'est aussi un cri d'amour à la nature. Et c'est aussi, oui, tout à fait. Ouais. Et puis il y a aussi, je pense que ça reste un livre qui est
Là, au début, c'est particulièrement rude et violent et sombre, mais je pense qu'il y a quand même une évolution vers une narration qui va quand même vers quelque chose de plus lumineux Oui. au fur et à mesure qu'on avance dans la narration. Oui, puis on s'attache. Même si on garde de la tension, évidemment, que ça reste finalement, il y a un côté thriller un peu dans la narration. Mais je pense qu'on va quand même vers quelque chose d'un peu lumineux, ou en tout cas, mon but n'était pas non plus de seulement faire du pessimisme, parce que je trouve que c'est pas très productif, effectivement. Les critiques, un des aspects positifs. Hein. Oui, tout à fait. C'est pas un pamphlet. Et ce livre, vous l'avez commencé quand? Alors, j'ai écrit un premier jet en 2018. Ça commence à faire. Donc ça fait un petit moment, ça fait 7 ans. L'histoire était quand même assez différente à ce moment-là. Il y a eu un gros travail, il y a eu un gros retravail de l'histoire pour la publication et de l'écriture. Mais donc du coup, voilà, je l'ai écrit en un an à peu près en 2018. À l'époque, je l'avais vraiment écrit au fil des saisons. Je me suis laissé inspirer, notamment au niveau des descriptions et tout ça, par les randonnées que je faisais à ce moment-là. Et autour de Grenoble, voilà, dans le Vercors, dans la Chartreuse, dans Beldon. Et ça m'a beaucoup. Il y a plein de détails qui sont venus de ces moments d'observation en montagne. Et après, ça a été, du coup, j'y ai plus touché pendant 7 ans. Et puis, il y a eu à nouveau 1 an de retravail, de réécriture l'année dernière pour la publication. Et vous avez cherché à le publier avant? Oui, j'avais cherché à le publier avant. Ouais, je l'avais envoyé à une quarantaine de maisons d'édition et j'avais eu aucune réponse. Une réponse. Voilà, une réponse négative mais justifiée, ce qui fait plaisir. Mais c'est parce que la collection à laquelle je suis publié n'existait pas encore, donc c'est tout simplement. Non, voilà. on ne sait pas de fiction. Exactement. Et par contre, effectivement, pour le coup, Paulsen m'a assez vite rappelé, ouais. Et si c'est pas indiscret, la première version, elle était comment? C'était plus contemplatif. Il y avait beaucoup moins de tension. Et il y avait moins d'opposition entre les personnages. C'était peut-être un peu plus optimiste à ce niveau-là. Myriam apprenait un peu plus de Jonas pour le coup. C'était plus un échange entre les deux personnages. Et puis effectivement, il y a eu un moment où s'est posé la question pour la publication de ramener de la tension dans le texte. Et du coup, c'est passé notamment, pas seulement, mais notamment dans le fait de mettre les deux personnages en opposition plus que ce qu'ils l'étaient dans la version originale, effectivement. C'est pas frustrant le travail de réécriture? C'était la première fois que je le faisais, donc ça a été une grande découverte. C'était pas toujours facile, soyons honnêtes, hein. Mais dans l'ensemble, je pense qu'en fait, on est content quand le texte est fini. Sur le moment, quand on travaille, il y a des moments où on râle, il y a des moments où on essaye d'argumenter avec son éditrice, il y a des moments où ça fonctionne, et des moments où en fait, c'était elle qui avait raison et c'est très bien. Mais pour le coup, en fait, en relisant l'histoire à la fin, alors certes, effectivement, l'histoire est différente de ce que j'avais raconté la première fois, mais elle me ressemble encore et ça reste une histoire qui me tient à cœur et que j'ai envie de raconter. De toute façon, je pense que sinon, pour le coup, moi, les bouquins de commande, je suis pas sûr que ce soit mon affaire et je pense pas que j'aurais été capable de l'écrire, tout simplement, si ça correspondait pas à ce que je pensais quand même un minimum. Et puis en fait, ouais, quand on se dit que c'est pour le bien du roman, et là au vu des retours que j'ai eus, effectivement, j'ai l'impression que le travail de réécriture a quand même été très 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 bénéfique au niveau, notamment au niveau du rythme, au niveau de la tension qui est présente dans la narration. Donc après coup, c'est tout à fait positif. Sur le moment, effectivement, il y a des moments de doute, il y a des moments où on a envie de défendre son bout de gras face à un point de vue différent. Mais en fait, après, tout se fait aussi, et c'est ça qui était assez agréable, c'est que dans tous les échanges que j'ai eus avec Aurélie, mon éditrice, c'était toujours très clair que tout ce qu'elle me suggérait, c'était pour le bien du livre. Et c'était pas parce que c'était elle n'a pas cherché à imposer son point de vue. Voilà, exactement. Donc du coup, à partir du moment où on se dit qu'on travaille ensemble pour le bien du livre, ça va, ça rassure un peu plus, effectivement.